Et il est 19h38, l'heure de retrouver notre invité politique. Daniel Goa, bonsoir, vous êtes en duplex avec nous depuis Koné, vous m'entendez? Oui, bonsoir. Alors, votre comité directeur vient de s'achever à Poum. On va revenir sur quelques points qui sont à l'ordre du jour. Mais d'abord, quelques questions d'actualité. Et puis, cette question, est-ce que l'affaire des radiations sur les listes électorales est venue perturber, pétarader votre comité directeur ou pas? Non, parce que les structures ont travaillé les thèmes qui étaient inscrits à l'ordre du jour et donc il a été débattu comme l'ensemble des autres thèmes, pas plus. Donc, il n'y a pas eu, on va dire, il ne s'est pas invité pour poser des divergences entre vous et notamment ces questions sur les radiations et ces points de vue qui semblent diverger au sein de votre parti. C'était au tout début de la journée et ensuite au fil de la journée, on a réussi à faire converger les positionnements des différentes versions là. Et donc, à la fin de la journée, on est arrivé à une démarche qui nous est commune. Et puis voilà. Donc il y a bien eu quand même des discussions sur cette question-là, puisque vous nous dites que c'est en début de journée, il y a eu quand même des mots qui ont été échangés. C'était l'objet de nos espaces de rencontre, de réflexion. C'est quand il y a des points à régler. Donc c'était l'occasion hier d'aborder la question du corps électoral et donc ça a été fait. Alors justement, sur cette question, on va revoir l'intervention du haut-commissaire. Dans notre journal télé, il a déclaré notamment que certaines radiations, et donc on devrait voir le texte s'afficher sur notre écran, sont susceptibles d'interrogation et que le droit lui donne la possibilité de se pourvoir en cassation. Voilà, on voit la déclaration donc de Vincent Bouvier, c'était dans notre journal télévisé, hein, on peut la lire à présent. Donc, comment vous réagissez à cela, vous, Daniel Goa? Ben, j'en discuterai personnellement si je suis amené à rencontrer M. Bouvier, mais je pense que c'est dans la forme que M. Bouvier a exercé son droit et c'est pas plus mal de façon à ce que la Cour de cassation puisse nous rendre un jugement. Mais la chose est sûre, c'est que il faudra que M. Bouvier se positionne dès que s'il est mis en difficulté par la Cour. Mais justement, on a vu donc des radiations s'opérer. Aujourd'hui, l'État qui demande, enfin qui se pourvoit en cassation, on a l'impression qu'il y a une espèce de valse-hésitation. Comment vous voyez ce positionnement de l'État, vous? Je pense que l'État a voulu, dans la forme, l'État a voulu être sûr du bon droit. Et donc, c'est dans la logique des choses de saisir la Cour de cassation pour que ce soit la Cour qui confirme ou qui infirme les interrogations de l'État. Donc, nous, on attend avec patience et puis on verra le moment venu. Alors justement, on avait eu dans la semaine aussi les déclarations de Mathias Chauchat dans notre journal. Vous les avez entendues. Il nous a promis des recours maintenant sur la liste référendaire cette fois. On a vraiment l'impression qu'on est dans la surenchère permanente et qu'on joue un petit peu sur le nerf des électeurs. Ce monsieur Chauchat, il parle en son nom ou il parle au nom de l'UC? On aimerait bien comprendre. Non, lui, M. Chauchat est un professeur de droit à l'université, donc il a l'analyse du professeur de droit de l'université. Donc, ce qui exclut le positionnement politique qui a été amené par le comité de signataires. Et donc, M. Chauchat s'exprime en son nom en tant que tel. Je rappelle quand même que l'accord Nouméa, qui a validé le corps électoral figé, et donc on s'est
on s'est aperçu qu'au fil des ans, il y a un glissement. Mais l'accord Nouméa, c'est quand même un processus qui aboutit sur une sortie. Et donc, d'une manière ou d'une autre, on va considérer tout cela comme des entraves à l'évolution de l'accord Nouméa, mais qui n'empêcheront pas son aboutissement d'une manière ou d'une autre. Mais les observateurs, M. Goa, trouvent que ça ne fait pas très sérieux vu de l'extérieur. Qu'est-ce que vous en pensez vous-même? Oui, je pense que nous, on sait comment nous évoluons. Et donc, samedi dernier, lorsque nous avons tenu notre comité directeur, au cours duquel ces débats ont été amenés, il y avait 26 comités locaux, c'est-à-dire 26 communes présentes sur 32. Donc, il y a 6 absentes. Mais c'est quand même la représentation du pays qui se positionne et qui trouve un terrain d'entente. On a en entendant, M. Goa, et vous en convenez, vous nous l'aviez déjà dit, qu'on a un problème avec les abstentionnistes. En Calédonie, on a quand même des taux records d'abstention et on voit bien que des électeurs ne croient plus vraiment en la chose politique. Comment vous allez faire pour les remotiver, vous, au niveau de votre parti notamment? Je pense que c'est un ensemble de choses qu'il ne faut pas seulement poser aux indépendantistes. Il y a les décisions que nous prenons dans les institutions en tant qu'élus, en tant que responsables au gouvernement. Et lorsque nous manquons de vigilance, nous mettons à mal une partie de la population qui aujourd'hui est en difficulté. Donc forcément, ils ne croient plus au message politique. C'est à nous de démontrer que dans les 2 ans qui arrivent, et après les 2 ans qui arrivent, nous proposons quelque chose qui soit crédible et qui rassure les gens. Donc je pense que c'est l'objectif que nous nous fixons, nous, à travers notre projet de société qui est en train d'être véhiculé à travers les discussions qui vont venir sur la sortie. Alors justement, venons-en à ce point d'actualité. C'était le premier point à votre comité directeur, le développement économique. Vous dites que vous voulez sortir de l'horizon colonial, hein, j'ai bien compris. Mais un pays, c'est quand même un champ de choses à maîtriser, hein, un ensemble de champs à maîtriser. On parle de la santé, de l'ordre, de l'enseignement. Enfin, il y a beaucoup de choses. Comment allez-vous gérer si ce pays est demain souverain et qu'il sort de l'horizon colonial ? C'est ce que je dis. Ça fait si aujourd'hui on a des gens qui s'abstiennent, si aujourd'hui on a de la délinquance, il ne faut pas seulement retourner ça sur les parents. Il y a aussi une responsabilité des institutions et ces institutions-là doivent faire les efforts nécessaires pour que les choses évoluent favorablement. Donc moi j'ai confiance. Je pense que la population calédonienne, elle est assez nombreuse pour s'assumer et assumer l'ensemble des responsabilités. Mais il n'est pas interdit qu'on fasse appel à des compétences qui soient à l'extérieur. Donc l'indépendance, pour nous, c'est l'indépendance du pays, c'est l'indépendance des populations locales, mais c'est l'indépendance avec les compétences que nous avons besoin. Et si il nous en faut de l'extérieur, on ira les chercher. Oui, mais enfin, il y a des questions qui se posent de manière cruciale. On le voit au quotidien. On parle de la délinquance, on parle de l'alcoolisme, on parle de l'alcool, tout ça. Ce sont quand même des problèmes de société récurrents dans la société calédonienne. Et les indépendantistes ne sont pas tous responsables et que responsables de cet état de fait. Mais si demain vous étiez aux affaires, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous auriez des solutions radicales par rapport à ces questions-là? Disons que comme toutes les collectivités, la délinquance, il y a 2 manières d'y amener des solutions. La première, c'est que la voie de la facilité que tous les États amènent, c'est la répression. Mais une délinquance ne s'arrête pas qu'au niveau de la répression. Elle doit être aussi réglée par la prévention. Et donc, c'est ce que je disais, il y a la responsabilité des gens qui sont dans les institutions pour faire attention que chaque mesure qu'on décide n'impacte pas de façon défavorable à une partie de la population.
Alors justement, une partie de la population souffre de la vie chère. Qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à cette question, qui est une question récurrente, pour laquelle de nombreux Calédoniens ont marché dans les rues, que ce soit dans le sud ou dans le nord d'ailleurs. Et là-dessus, qu'est-ce que vous allez faire et qu'est-ce que vous proposeriez dans votre projet de société? Il y a déjà les rencontres qui se font au niveau du pays. Mais une des choses qui est toute simple, qui me vient à l'esprit, c'est que peut-être que si on commandait nos besoins en importation au plus près de nous, on aurait moins de frais de transport. Ça veut dire qu'il faut libérer le marché. Jusqu'à présent, tout ce qu'on commande en Australie sont taxés parce que ce sont des pays étrangers. Ça, c'est pas normal. Alors on Donc va parler une des premières choses. Une dernière question sur l'économie avant de parler du Premier ministre. La TGC, par exemple, concrètement, qu'est-ce que vous en pensez, vous? De toute façon, il faut qu'on trouve les solutions pour que notre pays soit alimenté et puisse remplir ses missions de service public. Et donc, d'une manière ou d'une autre, il faut mettre en place les mesures nécessaires et si ça ne correspond pas, on réglera, on améliorera au fur et à mesure. Mais je pense qu'il faut toujours commencer quelque part. Alors, venons-en à notre actualité de cette semaine, la venue du Premier ministre. Qu'attendez-vous de sa venue lors de ce voyage officiel de 3 jours? Bien, sur l'immédiat, donc, nous avons à discuter sur le fameux corps électoral, puisque il est d'actualité. Et ensuite, à moyen terme, moi, je dirais que le Premier ministre il vient ici pour lancer les réflexions sur les compétences régaliennes. C'est-à-dire que l'accord Nouméa est un processus qui aboutit forcément à l'extérieur du giron français. Et donc, c'est une bonne chose que le Premier ministre vienne ici et prépare les populations calédoniennes à réfléchir sur leur devenir dans un proche avenir. On dit qu'il arriverait avec 300 millions d'euros dans sa valise, 36 millions de francs CFP pour sauver la SLN. Si c'était le cas, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une bien bonne chose que de sauver la SLN parce qu'elle en a bien besoin et la population attend beaucoup de l'État. Parce qu'à un moment donné, si jamais ça ne marchait pas, la SLN aurait de graves difficultés. Par conséquent, c'est le pays qui serait dans les véritables difficultés au moment où on s'apprête à amener des réflexions sur la sortie. Et donc, il faut se donner les meilleures conditions pour cette échéance-là. Est-ce que vous avez été invité à la réunion qu'il va présider? Oui, moi je vais m'inviter. De toute façon, je suis président de l'Union calédonienne. Bien, alors il va venir, et ça c'est une certitude, à Yengen chez vous, Daniel Gohal, il va se recueillir sur la tombe de Jean-Marie Tjibaou. Vous êtes un homme de consensus, vous l'avez montré lors de le conflit des rouleurs en menant à bien votre médiation. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat sur l'absence de Manuel Valls sur la tombe de Jacques Lafleur? Vrai débat ou faux débat? Je pense que c'est légitime que des gens ils interpellent le Premier ministre pour essayer de prendre en compte cette dimension de la population calédonienne dont M. Lafleur est une référence. Et je pense que c'est une bonne chose qu'il aurait pu faire que de rendre visite à M. Lafleur, comme il va rendre visite à M. Tjibaou. Mais moi, je pense que c'est nous qui sommes les gens qui devons profiter de cette visite. Donc, que ce soit chez M. Tjibaou ou chez M. Lafleur, c'est symbolique pour le pays. Personnellement, j'ai essayé d'inviter des personnes à Yengen pour l'occasion, de façon à ce qu'on puisse regarder au-delà de le seul symbolique indépendantiste, quoi. Pour conclure, Daniel Gohal, il nous reste 1 minute.
votre comité directeur qui s'est déroulé, comment le qualifieriez-vous? Constructif ou bien il reste encore des choses en interne à solutionner? Comme je dis, on s'est inscrit dans un processus. Donc là, le corps électoral, on a décidé qu'on va lever le pied sur les combats qui ont été menés jusque-là, parce qu'on va s'inscrire dans la démarche d'interpeller Monsieur le Premier ministre sur cette question-là. Mais c'est aussi la démarche de lancer la réflexion sur la perspective, parce que c'est ça qui est important, et je pense que ça permet de redonner confiance à des gens qui aujourd'hui s'apprêtent à s'abstenir puisqu'il y a tellement de flou et tellement de messages contradictoires. Merci Daniel Goa pour avoir accepté notre invitation et avoir fait le point avec nous au lendemain de votre comité directeur. Merci. Avant de se quitter, un coup d'œil sur quelques dates de la semaine prochaine avec notre agenda. Mercredi 27